juste pour dire que je suis OK pour enregistrer. Je parle peut-être un peu plus fort, comme ça Merci. sera un peu mieux en termes de son. Comme on n'est pas nombreux, ce que je vous proposais, je voulais qu'on le fasse plutôt après, mais j'aimerais bien qu'on le fasse avant. Est-ce qu'on peut faire un petit tour de table pour vous expliquer rapidement un peu votre structure et surtout nous répondre à deux questions? Est-ce que vous avez mis en place une stratégie RSE au sein de votre entreprise et est-ce que vous avez fait votre bilan carbone et est-ce que vous agissiez sur la question énergie-climat au sein de votre coopérative? Voilà, donc juste trois questions, RSE, bilan carbone et action climat. Peut-être qu'on commence par vous. Anne, vous avez le micro ouvert. Oui, ouais, c'est OK pour moi. Donc, moi, je suis chez Adfiné. Je suis en charge de toutes les questions marketing et commerciales. Donc, Adfiné, c'est un bureau d'études, de conseil et de formation sur toutes les questions de transition écologique. On est positionné sur l'efficacité énergétique, la performance, l'environnement, mais toutes les questions au niveau environnement qui relèvent de l'éco-conception, des bilans carbone et des systèmes de management de l'environnement. Et après, sur les questions d'économie circulaire aussi. Voilà, donc on accompagne les territoires sur ces questions-là. Voilà, donc une démarche RSE, oui, ça fait vraiment partie, c'est en filigrane dans toute notre action. Le bilan carbone, on est en train de le revoir en ce moment. On a une alternante qui est en train de le finaliser. Voilà. Et après, la troisième question, c'était, j'ai oublié, pardon, Julien. Vous menez des actions climat sur votre périmètre, sur en dehors de votre périmètre. Alors nous, on essaie, vu que ça nous concerne vraiment par rapport à nos missions, d'être hyper congruent en fait aussi sur tout ce qu'on applique. Donc on est très vigilant déjà sur toutes les questions de mobilité, d'utiliser le plus possible les transports en commun, enfin, notamment quoi, voilà. Mais après il va y avoir dans tout ce qui est usage numérique aussi, on est très prudent. On a passé tout notre matériel en Energy Star, on a revu notre site internet pour en faire chuter littéralement l'impact carbone. Après, on s'est impliqué aussi dans des systèmes de compensation, donc notamment par Reforest Action, avec une action en 2020 sur le Languedoc. Et là, maintenant, on est partenaire avec le cabinet Canopé, qui est dans le 38. Et en fait, on est en train de constituer une forêt. Voilà, on a acheté un petit morceau de la forêt et on compense de cette manière-là. Voilà, c'est pour en faire un jardin forestier avec, voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, après, on fait très attention à nos usages sur l'utilisation des papiers, de recycler. Voilà, tout ça, c'est mis en place. Voilà. Ok, Est-ce qu'il super. y a d'autres choses? Non, c'est d'avoir un petit Après, on aperçu. peut s'améliorer, hein, mais voilà. OK, c'est Un bon peu pour moi, là. quel est votre niveau de connaissance et d'action par rapport à nos propos lors de la présentation. Voilà, c'est un peu aussi pour ça. Merci beaucoup, Anne. Merci. Christelle, Aurélien. Ouais, bonjour tout le monde. Moi, je suis Aurélien Vialette, donc je suis membre d'une coopérative nouvellement créée qui s'appelle Réplique. On est basé à Toulouse. On est une agence de communication, design et conseil en stratégie de marque. Par rapport au sujet que tu évoques, stratégie RSE, c'est dans les tuyaux. La structure est créée depuis le mois de mars, donc c'est hyper récent. Même si elle avait un peu de vie avant, la structure, voilà, donc on réfléchit pas mal à tous les sujets que tu as évoqués. Maintenant, dans les faits concrets des actions, il n'y a pas grand-chose qui a été mis en place pour l'instant. Donc, je viens là un peu vierge de tout ça. En tout cas, c'est l'idée. Pour voir justement comment tout ça peut se mettre en place. Bilan carbone, on l'a pas fait, c'est clair. Après, nous, sur nos émissions en tant que telles, on a une petite structure. On a une activité de conseil, donc nos émissions sont par nature assez réduites, même s'il y en a. On crée des sites, comme le disait Anne, forcément ça a un impact, même si on travaille avec des technologies qui sont plus résilientes et moins énergivores. Mais voilà, il y a quand même ces impacts-là qu'il faut qu'on identifie, qu'on mesure et qu'on arrive à compenser ou en tout cas à réduire à un moment donné. Ok, super. Merci beaucoup, Aurélien. Et Christelle, pour terminer. Oui, bonjour. Donc, nous, on est Fumaison Occitane, c'est une coopérative, on fait du fumage de poissons. Donc, au départ, quand on a repris l'entreprise, c'était que du saumon qui venait d'Écosse, d'Irlande et de Norvège.
Aujourd'hui, on a réduit à l'origine seulement d'Écosse et après, on essaye de développer des poissons français, de pêche durable et si possible locale. Donc, on travaille avec 2 éleveurs de truites qui sont dans les Pyrénées, un dans le 65, un dans le 09. On travaille avec une maison qui fait de l'esturgeon, enfin qui fait du caviar, et nous, on s'occupe de la matière du poisson, qui vient de Dordogne. Donc, on essaye vraiment de développer par rapport à des produits un peu plus locaux et d'une pêche correcte. Même les saumons, c'est des fermes qui ont une certification Global Gap. C'est un petit peu comme le label ici en France. Ça a été notre démarche. Et après, on est loin de tout ce que vous avez mis en place, Anne, dans votre structure. RSE, on n'a pas fait. Bilan carbone non plus. Je suis un petit peu comme Aurélien. J'arrive un petit peu... je m'y intéresse de plus en plus. Et j'essaye de voir un petit peu les solutions qui existent. Donc, je viens un petit peu plus à la pêche aux informations. Mais voilà, j'ai pas fait, notre structure n'a pas encore fait grand-chose. Et après, au niveau du transport, puisqu'on livre essentiellement autour de Toulouse, un petit peu jusqu'à Bordeaux, et puis après, on travaille aussi avec Chronofresh, mais on essaye de travailler avec des petites des structures qui sont un petit peu plus légères que des semi-remorques. Super. Écoutez, merci beaucoup. Merci. J'espère qu'Aurélien et Christelle, vous aurez une partie des réponses et que Anne complétera ou pourra réagir aussi à nos propos lors de la présentation. Allez, je vous propose maintenant de passer à la présentation. Donc, je vais charger notre présentation. Donc, comme vous l'avez compris, le titre, c'est la coopération climatique du bilan et l'action. Et donc, je vais commencer déjà rapidement par vous présenter qui on est, qui sommes-nous. Donc, Climat Local, on est une SIC, une SCIC, ça vous connaissez, je ne rentre pas dans le détail. Mais ce qui est important pour nous, c'est d'être à but non lucratif, puisqu'on est un acteur de la finance carbone. Et on est vraiment là aujourd'hui pour être à la redistribution plutôt que de la lucrativité, ce qui est une réponse aussi par rapport au marché, ce qui se fait habituellement sur ces projets carbone. C'est une des dérives aussi de la question de la finance carbone. On est organisé autour de 4 catégories d'associés. Je ne rentre pas en détail, mais vraiment ce qui est important pour nous, c'est d'avoir nos partenaires techniques qui sont associés, actionnaires de notre coopérative, qui sont ceux qui soit ils contribuent, soit nous apportent des solutions de coopération en carbone que l'on vient cofinancer dans le cadre de nos missions. Et puis les partenaires territoriaux, puisqu'aujourd'hui nous avons 3 collectivités locales qui sont actionnaires de Climat Local. Et ça, c'est très important pour nous. On verra par la suite la présentation. Mais on a Le Havre-Seine en Normandie, on a Toulouse Métropole qui nous a rejoint récemment aussi, et on a le Grand Bijois qui a délibéré très récemment, puisque ça il y a une quinzaine de jours qu'ils ont délibéré pour entrer dans notre actionnariat. Donc voilà, très rapidement sur la présentation de qui sommes-nous. Ça fait 3 ans qu'on existe en tant que coopérative, mais c'est un projet que je porte depuis maintenant quasiment une dizaine d'années, puisque je travaillais avant pour la région Occitanie et j'ai quitté la région pour créer cette coopérative qui travaille à l'échelle nationale. Notre rôle, on a articulé autour de 4 grands métiers essentiellement. Ce n'est pas forcément dans l'ordre de priorité nos métiers, mais voilà, on crée des méthodologies carbone, donc c'est ouvrir des champs à la finance carbone, c'est-à-dire pouvoir permettre à des porteurs de projets qui ont des solutions pour réduire, éviter ou stocker leurs émissions de gaz à effet de serre, de venir bénéficier de la finance carbone pour leur permettre de passer à l'acte. C'est souvent la question financière qui est un frein au passage à l'acte aujourd'hui. Une grande partie des solutions, on les a, et le GIEC récemment a bien confirmé dans son rapport que la technologie pourrait répondre qu'à 10% de notre enjeu en termes de réduction de gaz à effet de serre, mais qu'une grande partie des solutions, quasiment 90% des solutions qu'il faudrait mettre en place existent aujourd'hui, et c'est plutôt savoir comment on les met en place. Et la question financière est souvent un frein aujourd'hui à la mise en place de ces actions, et donc on vient vraiment, à travers des méthodologies, savoir comment on peut mesurer et suivre des réductions associées à un projet et mettre ça à travers une méthodologie pour amener de la rigueur autour de la finance carbone. Notre deuxième métier, c'est animer des fonds carbone locaux, mais on en parlera un peu plus tard. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui au niveau des territoires avec la question de la mutualisation et puis être un peu le guichet unique auprès de nos clients, que sont des entreprises, de la TPE, puisqu'on travaille comme auto-entrepreneur,
jusqu'à des très grands groupes comme Pierre Fabre ou autres, en train aussi à des très gros pollueurs, parce qu'il faut aussi les accompagner, les faire changer, comme Total et Yara dans le cadre de notre partenariat avec le territoire du Havre. Et donc, on anime ces fonds carbone pour vraiment mobiliser des financements auprès des territoires et les aider sur cette question de la transition écologique et énergétique. Notre métier de base, c'est garantir la compensation carbone des entreprises ou des particuliers dans le cadre du projet que l'on mène avec le territoire aguijois, mais on est plutôt quand même sur les entreprises. Et donc, c'est s'assurer que quand ils compensent une tonne de CO2, mais l'argent va bien au projet, que le projet est suivi, que la tonne de CO2 sera bien réduite par le projet. Donc, c'est tout ce que l'on développe à travers les méthodologies carbone. Et c'est vraiment notre cœur de métier, puisque l'essentiel de notre activité aujourd'hui consiste à proposer des projets carbone sur mesure et locaux pour nos clients. Et puis, le dernier volet qui va amener à la première volet de notre présentation, c'est l'accompagnement des entreprises à leur démarche énergie-climat de différentes façons. On est aujourd'hui de plus en plus tiers de confiance pour nos clients qui, soit à travers la compensation carbone, reviennent sur leur démarche énergie-climat en interne et pour lesquels on nous accompagne, soit à travers leur envie de compenser leurs émissions. On revient à l'étape initiale qu'ils n'ont pas faite pour certains, hein, c'est le cas aujourd'hui pour 2 entreprises sur 3 qui sont présentes dans ce webinaire, c'est de rentrer déjà dans une démarche énergie-climat. Et la compensation carbone, c'est une action qu'on peut mettre en place dans le cadre de son bilan carbone, mais ce n'est pas le leitmotiv, ou en tout cas, ce n'est pas vraiment ce qui doit être prioritaire pour l'entreprise. Mais on est bien sur une démarche éviter, réduire, puis compenser. Et la compensation carbone arrive après ces démarches-là. Donc voilà un peu rapidement nos rôles et nos métiers. N'hésitez pas à intervenir ou à nous poser des questions. Vous pouvez prendre la parole. Alors, je ne vois pas forcément quand vous levez la main, vous n'hésitez pas, vous activez votre micro et vous posez votre question. Et on va parler ça en 2 temps. On va parler d'abord avec David qui est là de l'accompagnement qu'on fait auprès des entreprises, notamment sur la question des bilans gaz à effet de serre. Et puis, je vous parlerai après de ce qu'on fait en termes de compensation carbone et comment on accompagne les territoires. Voilà, donc je laisse David prendre le relais. Merci Julien. Donc effectivement, tu disais la première étape, c'est l'accompagnement des entreprises. Et donc le premier volet, ça va être de sensibiliser ces entreprises, ces salariés, les clients des fois de ces entreprises aussi qui nous consultent, pour les faire rentrer dans cette démarche énergie-climat, de comprendre déjà les enjeux. Et donc, on développe petit à petit aussi une offre de formation sur mesure pour sensibiliser ces clients, notamment autour de la fresque du climat. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on déploie à petite échelle, mais demain, sans doute à grande échelle pour des groupes assez importants qui nous ont contactés. Et c'est, comme je disais, cette première étape pour déjà comprendre, puisque beaucoup de gens croient en tout cas avoir saisi ou comprendre les enjeux, mais on s'aperçoit qu'on a souvent une perception superficielle et des ateliers tels que la fresque du climat permettent de mieux intégrer en tout cas la dimension scientifique et théorique liée au dérèglement climatique. Voilà. Juste pour compléter par rapport à la présentation d'Infini, on travaille aussi avec des partenaires vers lesquels on renvoie aujourd'hui nos clients, parce qu'on n'a pas vocation à faire tout le volet sensibilisation de l'ensemble de nos clients. Hein. On est vraiment, nous, quand même spécialisés aussi sur l'amont de la démarche énergie-climat, enfin sur l'aval, pardon. Et donc, on fait appel aussi à des partenaires. Et donc, voilà, c'est l'occasion aussi de se rencontrer avec Adfini, je pense, futur, pour envoyer nos clients aussi vers des partenaires. Ça, c'est essentiel pour nous. C'est l'écosystème et c'est vraiment la richesse aussi des coopératives, notamment notre structuration en tant que cycle. Effectivement, développer du réseau. Et donc le deuxième point, on le disait, qui est central et qui est pour nous la première étape, effectivement, donc après cette phase de sensibilisation, c'est mesurer. Donc mesurer son empreinte carbone donc, par la réalisation de bilan carbone. Et donc avant d'initier une démarche effectivement de ces réductions, de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et l'établissement d'une stratégie bas carbone sur le long terme. Donc ce bilan carbone, c'est une démarche indépendante et volontaire qui permet de mesurer son empreinte en tonnes équivalent CO2, effectivement, puisqu'on n'a pas que le CO2 comme le gaz à effet de serre, ça rentre dans le détail, mais on va tout ramener à cette unité de CO2 équivalent. Le bilan carbone prend en compte l'ensemble des émissions internes dont le client est responsable,
responsable et l'ensemble des émissions indirectes dont il est dépendant. Donc, il y a une notion de chaîne de valeur. Même si je n'entre pas dans le détail, parce qu'effectivement, on peut faire des bilans carbone raccourcis. Nous, aujourd'hui, on pousse le plus possible pour faire un bilan carbone complet, qui prend vraiment en compte l'ensemble de ces flux physiques qui concernent l'entreprise, le client, la coopérative, peu importe, les gens qui viennent nous rencontrer, nous demander cet accompagnement. Et donc, c'est vraiment important d'aller sur toute cette chaîne de valeur pour aussi avoir le plus possible de levier ensuite pour activer la réduction d'émissions. Donc, les 3 étapes clés du bilan carbone, ça va être tout d'abord de cadrer, c'est-à-dire paramétrer les différents sites liés à l'entreprise, la coopérative, les activités, les équipes, les fournisseurs, les postes d'émission et les sources de données. Ensuite, on va rentrer dans une étape vraiment de collecte, où là, on va venir récupérer les informations qui permettent de calculer l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre en équivalent CO2 pour les différentes activités et postes paramétrés. Donc, dans la partie cadrage, c'est induit, mais je dirais dessus pour dire qu'effectivement, c'est là où on va venir cartographier l'ensemble des flux physiques qui vont concerner, et puis sur lesquels après on va pouvoir venir collecter les données correspondantes. À l'issue de cette étape de collecte, on va obtenir effectivement des résultats bruts. Et l'idée, c'est de co-construire un plan d'action, une stratégie sur le long terme. Donc, pour cela, on va restituer à l'ensemble des équipes concernées les résultats du bilan carbone et formuler des premières préconisations. Sur la base de ces préconisations, on va ensuite co-construire un plan d'action adapté et engageant, prenant en compte à la fois les préconisations et les contraintes du client. L'idée, c'est de bâtir une stratégie sur le long terme pour respecter, entre autres, les accords de Paris et la trajectoire fixée par l'État et l'ADEME. On parle de neutralité carbone à l'horizon de 2050 et de limitation du réchauffement climatique par rapport à l'ère industrielle de plus de degrés à l'horizon 2100. Les moyens. Donc aujourd'hui, pour faire ces bilans carbone, on s'appuie sur des outils et des zones. D'abord des zones, on parlait de réseau tout à l'heure, effectivement, on réalise ces bilans carbone alors en autonomie aujourd'hui parce que j'ai de mon côté la certification, mais on s'appuie sur des personnes ressources déjà chez les clients qui seront les points de relais et qui sont à même de suivre et de coordonner la démarche chez le client, qui vont avoir les connaissances et l'accès aux fichiers, aux outils. Et sur un réseau d'experts de notre côté, on est membre de la PCC, puis il y a l'ABC aussi, qui est le prescripteur pour tout ce qui est bilan carbone, et sur des outils innovants. Donc, puisque là, on a la chance de pouvoir travailler avec Mobityp, qui a développé une plateforme qui s'appelle Climatyp. Et donc, c'est un outil intégré, durable, qui est user-friendly, j'allais dire, pour le terme consacré, mais qui permet, voilà, qui a ce côté convivial et qui permet après, surtout aux clients, de gagner en autonomie et de pouvoir refaire cet exercice sur les années futures en minimisant l'accompagnement extérieur. Donc, je vous ai mis quelques impressions d'écran pour montrer un petit peu à quoi ça ressemble. L'idée, c'est qu'on sort quand même du fichier Excel pour avoir, comme je disais, une plateforme où on va retrouver ces différentes étapes aussi, donc de cadrage, de collecte et de restitution. On va avoir la possibilité de suivre l'ensemble des actions. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent par exemple des applications comme Trello ou d'autres qui font vraiment du suivi de tâches, suivi d'actions, mais toute cette partie-là est vraiment intégrée. On a des dates butoirs, on a une planification dans l'outil et on peut passer chaque tâche à différents statuts. Tout au long du bilan, là, on voit bien ce suivi, donc avec les étapes sensibilisées, cadrées, collectées, agir, animer. Et donc effectivement, à l'issue de la collecte, on va venir fabriquer donc ce plan d'action en se fixant des objectifs qu'on va pouvoir suivre dans le temps.
Et voilà, principalement les messages. On peut ensuite évidemment avoir des actions où on va pouvoir challenger ces équipes, motiver aussi ces équipes et associer aux actions de réduction des actions de compensation, ce qui fait le lien avec la suite de la présentation. Ouais, pour compléter sur ce volet-là, si on travaille aujourd'hui avec la solution développée par Mobility, c'est pour sortir, comme l'a dit David, du fichier Excel et être sur quelque chose de beaucoup plus intégré dans la stratégie et dans la gouvernance de l'entreprise, avoir un outil déjà paramétré, clé en main pour pouvoir actualiser, parce que la question du bilan carbone, c'est pas faire du one-shot, c'est pas faire son bilan carbone, mais c'est vraiment l'utiliser aujourd'hui pour piloter sa stratégie et le développement de son entreprise au regard des enjeux énergie-climat, mais aussi au coût de l'énergie. Vous avez tous subi, comme tout le monde, la variation du coût dernièrement de l'énergie. Donc, c'est aussi projeter son activité, son entreprise dans le futur par rapport à la variabilité de ses coûts et savoir quelle sera son efficacité à terme et comprendre que réduire aujourd'hui, c'est aussi se détacher de la fluctuation des coûts de l'énergie et rendre le plus durable possible son activité. Donc, c'est vraiment cette notion-là. Et puis, la notion d'actualisation et de clé en main pour les entreprises. C'est-à-dire que derrière, nous, notre objectif, ce n'est pas vendre des bilans carbone tous les ans à la même entreprise, mais c'est plutôt la rendre autonome dans cette démarche-là, l'intégrer vraiment dans sa stratégie et faire en sorte que aussi on passe un peu moins de temps sur la question de la collecte des données et sur l'actualisation, mais qu'on passe beaucoup plus de temps sur le plan d'action. Et jusqu'à présent, c'est vrai qu'on avait tendance à avoir un beau document qui permettait d'avoir son bilan carbone avec un rapport de 50 pages, mais on ne sait pas trop comment l'utiliser derrière, et notamment savoir si les actions qu'on souhaite mettre en place auront un impact ou pas sur son activité. Et là, on est en capacité de pouvoir faire de la projection, savoir si on répond à des trajectoires et aussi automatiser un peu la sortie des rapports pour que ce soit beaucoup plus simple, parce qu'aujourd'hui, vous avez des fois des acteurs économiques qui vous demandent votre bilan carbone. Les places financières sont de plus en plus attentives à cette question-là, et la durabilité, voire la vulnérabilité aussi des activités par rapport à l'énergie. Et donc, c'est un moyen aussi de pouvoir sortir assez facilement son bilan carbone et l'actualiser et le publier. Et c'est vraiment cette notion-là aujourd'hui qui est essentielle, c'est du suivi. Voilà, il faudrait qu'à terme, c'est aussi des travaux que l'on mène aujourd'hui avec des comptables, mais qu'à terme, ça soit vraiment intégré au même titre que son bilan comptable, on fasse son bilan carbone, parce que regarder le bilan comptable aujourd'hui, on ne voit pas la réelle activité de l'entreprise. Et avoir des bilans carbone, ça permet d'avoir une autre vision de son entreprise par rapport à ces enjeux-là. On fait une petite pause. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on vient de vous présenter? Je vais juste couper un petit peu la présentation. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous soulève des interrogations? Voilà, n'hésitez pas à intervenir, sinon on fera un deuxième break en fin de présentation. Il y a une question dans le chat. C'est bon pour moi. Ok, merci. Non, c'est bon pour moi aussi. Oui, c'est bon pour moi aussi. Après, je me dis juste que effectivement, avant de faire tout ça, il y a un gros travail en amont à faire, quoi. Oui, il y a un travail en amont à faire, mais là aussi, à travers le regard du bilan carbone, pouvoir valoriser ce qui a été fait. Parce que des fois, on a plein de choses qui sont faites dans l'entreprise, mais qu'on ne fait pas aux yeux, ou en tout cas à la lecture ou au filtre de l'énergie-climat. Et donc, vous ne partez pas de zéro, rassurez-vous. Quand on fait cet exercice-là, on se rend compte qu'en fait, il y a déjà des actions qui sont faites, mais qui ne sont pas dans cette motivation première de répondre aux enjeux énergie-climat, mais qui peuvent être rattachées à cette démarche-là. Donc, c'est aussi montrer le positif ou la trajectoire que vous avez déjà enclenchée de par vos actions, et c'est rare qu'il n'y ait rien qui soit mis en œuvre. Vous avez cité quelques exemples des fois dans la présentation, c'est rare qu'il n'y ait rien qui soit mis en œuvre dans l'entreprise, c'est un jeu. J'allais juste rajouter que même dans le pire des cas, si rien n'était engagé, comme dit, il y a un gros travail. J'allais dire, oui, non, la première étape, elle est juste déjà de se mesurer, de dire, ben voilà, j'en suis où aujourd'hui, et effectivement, mes marges de manœuvre sont où, mes leviers sont où, parce qu'avant de faire cette étape, effectivement, on va manquer de visibilité, ou alors on va peut-être avoir des idées faussées, on se dit, ah, ben, chez moi, c'est sûr, je ne sais pas, par exemple, vraiment l'activité de fumaison, ça va être le principal émetteur de gaz à effet de serre. S'il faut, en faisant le bilan, on va se dire, ben non, c'est peut-être le déplacement de mes salariés qui aujourd'hui impacte le plus mon empreinte. Donc, il y a d'abord cette étape de mesure, et en mesurant, on va découvrir des choses souvent. Et ensuite, on va vraiment pouvoir passer. Voilà, c'est l'idée quand même de faire les choses dans
étape par étape. Et comme le disait Julien, évidemment, après, sur le long terme, parce que quand on s'engage dans cette démarche, on va se mesurer une première fois, et puis après, ça va être de vérifier que les actions qu'on a mises en place sont vraiment efficaces et permettent de diminuer l'empreinte carbone. L'avantage d'avoir un outil et d'avoir toujours le même interlocuteur, c'est que ce qu'on va mesurer, on va le mesurer toujours de la même façon, avec la même méthodologie. C'est la force de cette plateforme par rapport à faire intervenir différents acteurs avec des outils Excel qui sont un peu… voilà. Donc, où chaque bilan carbone pour une même société peut être différent. Pas diamétralement différent, mais sans doute on ne va jamais obtenir exactement les mêmes chiffres. Là, l'idée, c'est de repartir toujours sur la même base, la même méthodologie, et pouvoir se comparer d'une année sur l'autre, de 6 mois en 6 mois, pour certains même qui veulent accélérer un peu la démarche. Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez avoir un peu de complément sur la question là, du bilan carbone, juste pour vous indiquer qu'on est en train de réaliser sur de Cities Occitanie, pour lequel on est actionnaire, et puis ils sont actionnaires aussi notre coopérative. Et donc Alexandre sera ravi d'échanger avec vous sur ce qu'on fait avec lui, et surtout sur la vision qu'il peut avoir différente entre l'usage et l'immobilisation, par exemple, des choses qui ressortent, qui ne sont pas forcément la lecture qu'avait Cities aussi de son activité et son impact. Donc cet exercice-là est assez intéressant. Parfait, donc s'il n'y a pas de questions, on va continuer. Je reprends la main sur la présentation et on va passer du coup à la deuxième phase qui est vraiment pour nous notre cœur de métier aujourd'hui. Juste, j'ai… Allez-y, allez-y. Excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Je ne sais pas s'il n'y a que moi, mais le son est entrecoupé. Est-ce que c'est que moi ou pas? Anne et Aurélien? Moi, pour ma part, il n'est pas de très très bonne qualité. Enfin, il est très lointain. Il faut vraiment que je tende l'oreille. Mais voilà, je ne sais pas si c'est… Comme aujourd'hui, je télétravaille dans un endroit inhabituel. Je me suis dit, est-ce que c'est ça? Mais voilà, c'est tout pour moi. C'est le comble de notre localisation. On est dans l'espace de coworking de la Mêlée, pour ceux qui connaissent à Toulouse, qui est l'espace du numérique. Et aussi fou que ça puisse paraître, on a un réseau qui est pas terrible, très instable, peu adapté. Donc là, je suis même passé avec la 4G, tellement que le Wi-Fi est vraiment de très mauvaise qualité, alors qu'on est, pour ceux qui connaissent, au Quai des Savoirs, c'est-à-dire à côté du Muséum, donc en plein cœur de Toulouse. Donc, aussi fou que ça puisse paraître, on a un réseau pas très bon. Donc, je suis désolé, on va essayer de… Il faut aller habiter dans les milieux ruraux, en fait. La connexion est meilleure. Voilà, la même perturbation, effectivement. Et en plus, c'est les vacances, je pense que tout le monde va à Netflix ou joue en réseau, donc de mauvaise qualité. Vraiment désolé pour ce petit problème. Allez, on reprend la suite de la présentation, puis on aura le temps d'échanger après sur la fin. On est dans les timings. Donc, ce que je voulais vous parler maintenant, c'est vraiment le cœur de notre métier. Et qu'est-ce que c'est la compensation carbone? Vous en entendez parler en bien, en mal. J'ai envie de dire souvent en mal, parce que ceux qui en parlent ne comprennent peut-être pas forcément ce que c'est la compensation carbone, et donc on parle plus facilement en mal. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un outil pour nous qui va être associé à votre bilan carbone. Et vous allez comprendre pourquoi, parce que derrière la compensation carbone, on fait de la coopération territoriale et climatique, et on vient aider les autres à réduire ses émissions. Si on fait sa chaîne de valeur, ça a encore plus de sens, d'où la notion de chaîne de valeur que David a présentée juste avant. Alors, la compensation carbone, c'est quoi? C'est très simple. C'est aider ailleurs à réduire les émissions quand vous ne pouvez pas ici. Alors, le ici, c'est votre activité. Le ailleurs, c'est en dehors de votre activité. Et ce que vous ne pouvez pas réduire dans votre activité pour différentes raisons, vous n'avez pas la main sur votre bâtiment parce que vous êtes locataire, vous ne pouvez pas tout changer dans votre fonctionnement parce que votre équilibre financier sera beaucoup trop impacté et donc vous allez disparaître de par votre activité si vous faites des investissements trop importants, ou en tout cas, ça va toucher à votre rentabilité. Et donc, il y a des choses qu'on peut faire ailleurs. Et le ailleurs, nous, chez Climat Local, on fait en sorte qu'il devienne ici. Ici, dans le sens territoire, ici, dans le sens chaîne de valeur, ici, dans le sens en faisant en sorte que les projets que l'on propose aient du sens pour vous. Et c'est vraiment ça le plus important. On ne fait pas de click and pay, on n'est pas une marketplace, on ne vend pas des projets comme on vend des carambars ou des couches culottes. On est vraiment dans quelque chose qu'on co-construit avec nos clients, potentiellement vous demain, et on essaie de voir comment, à travers la compensation carbone, on peut vous aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre de votre chaîne de valeur, de votre territoire ou de ce qui fait sens pour vous. Et on vous donnera quelques exemples sur la suite. Donc, c'est vraiment ça, la question de la compensation carbone. Ce n'est pas s'acheter une image, ce n'est pas du greenwashing, même si on peut le penser derrière.
parce que compenser, ça coûte beaucoup plus cher aux entreprises que réduire et éviter, puisque derrière la notion de compensation carbone, il y a la notion d'émission. Et donc, quand vous compensez une tonne de CO2 qui peut être autour de 40 ou 60 euros ou 100 euros la tonne, peu importe avec qui vous travaillez, mais derrière, vous avez émis aussi une tonne de CO2. Et émettre une tonne de CO2 quand vous déplacez, par exemple, en voiture, c'est faire 6 000 km de voiture à peu près. Hein. Et 6 000 km de voiture, voilà, à 30 centimes le kilomètre, ça va vous coûter 2 000 euros. Donc, quand vous émettez une tonne, ça vous coûte 2 000 euros de l'émettre. Et quand vous la compensez, ça vous coûte encore aussi en plus 40 ou 100 euros la tonne, tout dépend ce que vous faites. Donc, c'est un coût. Et donc, réduire, ça sera beaucoup plus efficace pour vous. Ceux qui font la compensation carbone le font des fois dans une manière d'accélérer, mais font toujours des actions de réduction en parallèle. Voilà, ce n'est pas aussi simple que ce qu'on peut lire dans la littérature ou dans certaines publications. Comme je l'ai dit, tout le monde ne comprend pas cette notion de finance carbone. Derrière les projets carbone, là, surtout la question des co-bénéfices. On ne va pas juste réduire un projet pour réduire un projet. Typiquement, on ne va pas aller changer une chaudière charbon pour mettre une chaudière fuel. On n'aurait pas beaucoup de co-bénéfices et pas beaucoup d'intérêt, même si on va réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mais on va plutôt aller sur des projets où on va répondre à tous les enjeux qui sont liés au développement durable. Et c'est comme ça que nous, on met en avant les projets que l'on propose à nos clients. C'est ce qu'on appelle, nous, les co-bénéfices. Et c'est derrière ces co-bénéfices, je viens aider le territoire à mieux développer la restauration collective en aidant le développement des maraîchages. C'est des co-bénéfices. Et pour nous, le CO2, c'est une manière de savoir combien il faut mettre sur la table. On le calcule en termes de crédit carbone ou de tonnes de CO2 évité, peu importe, c'est la même notion. Mais c'est vraiment, voilà, comment derrière, je peux venir contribuer à mon territoire, à ma chaîne de valeur, répondre à des co-bénéfices qui, pour moi, sont essentiels. Je veux aider la biodiversité. Donc, on peut vous proposer des projets qui vont répondre plutôt à la biodiversité. Et si l'enjeu, c'est pour vous la question de l'eau, on peut aussi vous proposer des projets en lien avec l'eau, puisque derrière, ce qu'on propose, c'est vraiment des projets qui répondent à l'ensemble des enjeux du développement durable. Et c'est voir comment on peut, derrière vous, raconter une histoire avec vous, parce que derrière un projet compensation carbone, c'est surtout une histoire, et ce n'est pas juste acheter du CO2 pour acheter du CO2. Voilà, c'est vraiment notre vision, en tout cas nous, qu'on a aujourd'hui de la question de la finance carbone. Comme je l'ai dit, on propose des projets le plus proche possible des entreprises, c'est ce qu'on appelle une setting, la chaîne de valeur. Vous avez différents mots derrière ces notions-là. Aujourd'hui, nous, on travaille sur toute la France, là où nos clients nous le demandent. On a 85% de nos projets qui sont à moins de 100 km. On doit avoir à peu près la moitié de nos projets qui sont encore plus proches de nos décideurs, de nos entreprises, de ceux qui souhaitent compenser. Et cette proximité permet de répondre beaucoup mieux à la question de la préoccupation de l'entreprise, c'est du territoire ou sa chaîne de valeur, mais ça permet aussi de mobiliser les salariés, puisque derrière les projets de compensation carbone, on fait souvent des chantiers participatifs, ou en tout cas on intègre aussi les salariés dans ces projets-là pour que ce soit concret. Et on a beaucoup de clients qui utilisent en fait les projets de compensation carbone que l'on fait avec eux pour remobiliser leurs salariés sur la question énergie-climat et notamment la démarche qu'on en a vu en amont de bilan carbone, et donc revenir sur cette notion-là et dire voilà, toutes les actions qu'on n'a pas pu mettre en œuvre cette année-là, c'est un coût pour nous environnemental, ça met du temps derrière pour réduire l'impact que nous, on n'a pas pu réduire, et donc il faut revenir sur son plan d'action aussi derrière pour continuer à réduire ses émissions et être le moins émetteur possible pour avoir le moins à financer de projets à l'extérieur de chez soi. C'est antinomique un peu comme fonctionnement, mais notre objectif pour nous, c'est que nos clients travaillent le moins possible avec nous demain, parce que ça veut dire qu'ils auront réduit au maximum leurs émissions aussi. Qu'est-ce qu'on fait comme projet? Pour que ce soit un peu plus concret, on propose essentiellement aujourd'hui des projets en termes de plantation d'arbres hors forêt. Alors, je ne rentrerai pas sur ce que fait Canopé sur la question de la forêt. On ne croit pas beaucoup à la question de la forêt et de la finance carbone, mais on a un réel besoin aujourd'hui d'aider tout ce qui est l'arbre hors forêt. Et l'arbre hors forêt, c'est l'arbre que vous ne trouvez plus ou quasiment plus autour de l'agriculture. C'est ce qu'on parle d'arbres champêtres ou d'agroforesterie, mais c'est aussi l'arbre au bord de nos routes, c'est l'arbre dans nos zones d'activité, dans nos habitats, ce qu'on peut parler de bocage urbain, de bocage industriel, voilà, différents mots, peu importe, mais en tout cas aujourd'hui, c'est remettre de l'arbre sur nos territoires. Ça fait partie de la solution, et le GIEC l'a rappelé encore récemment, hein, je vous parlais du rapport que je vous citais en introduction. La compensation carbone à travers la plantation d'arbres est nécessaire parce qu'on ne pourra pas tout faire sans aussi favoriser le stockage et revenir à un niveau initial que l'on avait avant. Quand je parle d'un linéaire en forte dégression depuis les années 70, pour vous donner une idée, jusqu'aux années 2000, on a arraché 20 000 km, vous entendez bien, hein, 20 000 km, c'est 20 millions d'arbres et d'arbustes par an qui étaient arrachés pour construire des autoroutes, pour construire des voies ferrées, pour construire des entrepôts Amazon, mais aussi dans le cadre de l'agrandissement des parcelles agricoles, dans le cadre de lotissement qu'on apprécie
fortement, mais qui sont très impactants sur différents niveaux, et notamment, ils viennent concurrencer ou en tout cas détruire une grande partie des essences. Donc, on a un réel besoin. Aujourd'hui, on est sur un rythme de autour des 12 000 km qui disparaissent par an, donc on a réduit un peu le rythme, mais l'ensemble des opérateurs avec qui on travaille, puisque nous ne développons pas des projets de haies champêtres, nous ne réalisons pas les plantations, on travaille avec des partenaires comme Arbres et Paysages d'Autan ou d'autres acteurs qui sont présents un peu partout en France aujourd'hui sous la banderole AFAC. On vient aider ces acteurs-là, et ces acteurs-là arrivent à replanter entre 3 500 et 4 000 km par an, et comme je l'ai dit, il y en a 12 000 qui disparaissent tous les ans encore, donc il y a un vrai gap à atteindre, d'où l'urgence pour nous de travailler ce sujet-là. Derrière, la qualité des projets que l'on a, c'est qu'on replante du végétal local. On ne va pas planter du palmier, de l'olivier ou des essences voilà, qui n'ont pas forcément vocation à être sur nos territoires. On va être plutôt sur les essences locales et sur une très grande qualité que nous amènent les opérateurs de la fac avec qui on travaille, puisque globalement, leur métier consiste à ramasser des graines tous les ans au printemps, d'essence locale. Et donc, il y a tout un catalogue aujourd'hui qui existe. Je pourrais répondre aux questions s'il y a des questions, avec le végétal local, le label. Récupérer ces graines-là, les faire germer chez les pépiniéristes et les replanter au bout de 6 mois. Et pourquoi replanter des plants qui ont 6 mois? C'est plus vos plants sont jeunes, plus leur résilience aux aléas climatiques sera forte, de par déjà leur identité, c'est l'essence locale, donc elles poussent naturellement chez nous et sont adaptées aux aléas climatiques. Mais en plus, le fait de planter des jeunes plants, on va favoriser vraiment le développement de racinaires. Et on l'oublie souvent, hein, mais le tronc et l'arbre est équivalent à peu près en racines sur le souterrain. Et donc, on oublie souvent le souterrain. Et quand vous achetez des arbres qui ont 6 ou 8 ans, on a vu encore hier, quand on a fait sur un diagnostic de site, quand vous achetez des arbres chez les pépiniéristes qui ont 6 ou 8 ans, qui vont permettre d'avoir de l'ombre très rapide, c'est ce que font beaucoup les collectivités, mais aussi les aménageurs. Hein. Les architectes préconisent encore ces essences-là pour construire du paysage. Mais c'est une erreur, parce qu'au bout de 5-6 ans, mais le jeune plant, nous, qu'on aura planté qui a 6 mois, aura rattrapé le niveau de développement de ce qu'on appelle les bas niveaux, des arbres qui ont 6-8 ans. Et ces arbres de 6-8 ans, ont des forts taux de mortalité, parce que le système racinaire a été sacrifié au profit de l'aérien, donc ce qui est visible, de ce qui est beau. Et ce qui est beau, c'est aussi le souterrain. Et en plus, on est sur des arbres qui sont très peu adaptés, parce que souvent, ils ont été un peu dopés. On oublie de parler, mais chez les pépiniéristes classiques, on a encore beaucoup de dopage autour des arbres. Le dopage, c'est quoi? C'est mettre des intrants et ne pas rendre l'arbre autonome dans son fonctionnement. On y met du goutte à goutte aussi, c'est une forme de dopage. Et derrière, quand l'arbre se retrouve dans son milieu naturel, il est dépourvu de toutes ces aides depuis 6-8 ans, depuis qu'il est né, et donc se retrouve vraiment en mode très sensible, très vulnérable, merci, aux aléas climatiques et autres aléas. Hein. Et donc, les taux de mortalité sont très élevés. Donc, le jeune plant, pour nous, c'est la qualité. Et on voit aujourd'hui, en faisant l'audit de nos projets, qu'au bout de 3 ans, on a des plants qui avaient été plantés, qui faisaient 30 cm, qui peuvent se retrouver à hauteur d'homme très facilement, quand elles sont dans des bonnes conditions. Et ça, c'est le réseau AFAC avec qui on travaille qui nous permet tout ça. Aujourd'hui, à la cadre de notre développement, je vous l'ai dit qu'on avait des collectivités locales qui étaient actionnaires du climat local. Et donc, on développe ce qu'on appelle des plateformes de contribution carbone qui sont ouvertes soit aux entreprises, là c'est le cas du Havre que vous voyez à l'écran, mais qui peuvent être aussi ouvertes aux particuliers. Et là, on est sur le dispositif qu'on a lancé avec le Grand Albigeois. Pour donner une idée un peu de notre modèle de développement aujourd'hui chez Climat Local, on est un peu dans le modèle Enercoop, dans le modèle Biocoop, c'est-à-dire avoir une marque nationale forte, la marque Climat Local, et derrière avoir un ancrage territorial fort. Et c'est la déclinaison qu'on fait aujourd'hui avec nos sites internet. Les territoires, alors vous le voyez, c'est un partenariat avec la communauté d'agglomération du Grand Albigeois, et ça nous permet derrière d'avoir le filtre du territoire pour proposer des projets qui vont répondre à l'enjeu que se fixe le territoire en termes de transition énergétique et écologique. En d'autres mots, c'est comment on peut aider les collectivités locales à venir mobiliser de l'argent auprès des collectifs, auprès des acteurs économiques, et venir les aider à amplifier la question de la transition énergétique. Donc, pour vous donner un peu plus de concret, je vais vous présenter 3 projets, et puis on aura quasiment fini sur la présentation de notre métier. Un projet qu'on a fait avec le club de foot Albi Marsac, pour vous dire que voilà, c'est vraiment accessible aujourd'hui à tout le monde, la compensation carbone. L'enjeu pour le club de foot Albi Marsac, pour ceux qui connaissent un peu le football, notamment le football féminin, qui est encore plus précis, Albi joue en seconde division, donc joue au niveau élite, au niveau du football féminin.
et se déplace énormément sur toute la France pour déplacer les équipes et réaliser ces matchs, et avait envie d'être un acteur, je reprendrai le propos du président, qui est plus qu'un club, masquing club. C'est un peu la définition du FC Barcelone, qui est un club phare, voilà, pour ceux qui connaissent le football au niveau mondial. Et donc, c'est pouvoir redistribuer aussi au territoire l'impact qu'il génère au niveau national et aider le territoire sur lequel il se situe. Et donc là, ils ont aidé le domaine du Buc, qui est un gîte en fait, qui est installé sur la commune de Marsac. Voilà, je l'ai dit, c'est le club de Albi Marsac, donc aider sur le territoire directement. C'est un domaine sur lequel des fois, il y a des arbitres, des officiels qui sont hébergés dans le cadre de leur match de foot, et de pouvoir inviter les joueuses. Voilà, la photo que vous voyez, c'est les joueuses du club de foot qui sont venues planter avec le lycée de Font-Labour qui est venu donner un coup de main, le lycée agricole de Font-Labour aussi. Et puis, il y avait une présence des élus aussi qui sont venus inaugurer cette plantation. C'est un vrai projet de développement durable, de territoire, et sur lequel la contribution carbone du club de foot s'est faite à travers le bilan carbone de ces déplacements liés à ces matchs. Et donc, pour eux, ils avaient cœur à redistribuer ce qui génère en termes d'impact sur le territoire, et surtout mobiliser les équipes et voilà, sensibiliser l'ensemble, et en parler aussi à leurs sponsors, parce qu'un club de foot est beaucoup plus large que le simple fait de faire son activité. Je passe sur les chiffres, voilà, ce n'est pas forcément le plus important. Un autre projet qu'on a fait avec AG+ Énergie, qui est un installateur notamment de chauffage issu de bois ou de gaz, en tout cas, qui agit un peu sur la question de l'efficacité énergétique autour du chauffage et de l'habitat. Ils avaient cœur aussi, en tant qu'entreprise albigeoise qui se développe aujourd'hui sur toute la France, d'agir sur le territoire albigeois. Et le projet que l'on va proposer, là, c'est vraiment un projet qui est en lien avec la politique du territoire, qui était vraiment le plus ciblé qu'on a pu amener aujourd'hui. C'est d'aider un jardin d'insertion qui est situé lui aussi sur le territoire d'Albi, sur la commune d'Albi, qui est sur du foncier qui est prêté par la commune d'Albi. C'est un jardin d'insertion, donc voilà, toute une vocation sociale très forte autour de ce jardin-là, et avait besoin de la haie champêtre pour assurer la durabilité de sa production agricole, ramener ce qu'on appelle des auxiliaires de culture. Les auxiliaires de culture, ça va être les oiseaux, ça va être des insectes, ça va être des abeilles aussi, qui grâce à la haie champêtre, vont trouver on va dire, des fleurs pour venir butiner, mais qui vont aussi aller butiner les cultures à proximité, donc leur permettre de revivre sur un environnement où on a de la biodiversité qui est essentielle aujourd'hui pour la question des abeilles, par exemple. Et pour d'autres aspects, remettre des rapaces pour eux ou des oiseaux, c'est venir lutter contre les petits rongeurs qui font des dégâts dans le maraîchage et qui évitent des pièges ou des impacts sur cette question de la production. Et pour finir sur l'exemple, l'ensemble de la culture qui est issue de ce jardin, des jardins de la Landelle, qui est situé sur Albi, sont achetés par la cantine centrale de la ville d'Albi et servent à alimenter la restauration collective, mais aussi les maisons de retraite qui sont alimentées par la cuisine centrale. Et l'enjeu pour le territoire, c'est que les capitaux restent sur le territoire. Et là, on a vraiment cette question-là. On a une entreprise qui compense son impact sur le territoire, qui aide un acteur qui, lui, fournit le territoire, fournit une partie, il ne fournit pas l'intégralité de la cuisine centrale, bien entendu, mais fournit une partie de la récolte et permet de garder les capitaux sur le territoire. Et ça, c'est une notion importante. C'est moins valable quand nous, quand on est sur Toulouse Métropole, où la question de maintenir les capitaux est moins importante, mais sur les territoires, on va dire, un peu moins urbanisés, en tout cas les comités d'agglomération, voire les COMCOM, il y a un enjeu très fort aujourd'hui de maintenir les capitaux sur le territoire pour permettre de faire le développement, et donc de ne pas toujours acheter à l'extérieur de son territoire. Juste, je ne sais plus si tu l'as dit, Julien, là-bas, en plus, on est sur les jardins de la Landelle avec la réinsertion sociale, sur ce volet social aussi, qui a un autre co-bénéfice et qui permet de faire du lien entre les acteurs sur le territoire. Complètement, c'est vraiment un enjeu pour nous, c'est un projet vraiment très, très global, et ça a vraiment plu à AG+ Énergie qui est venu participer. Voilà, la photo que vous voyez, il faisait très froid, on était en janvier, mais on a quand même pu planter et l'entreprise était ravie d'y être. Voilà, un dernier petit exemple. Là, on est sur un projet porté par une commune, la commune du Séquestre, qui avait un délaissé autoroutier. On est entre le sort de périph', ou en tout cas la 2x2 voies qui traverse le territoire albigeois et le territoire du Séquestre. On a proximité, pour ceux qui connaissent du circuit automobile. Il y avait un délaissé routier. Les délaissés routiers, c'est un coût pour les collectivités parce qu'il faut les entretenir en permanence pour éviter d'avoir des risques d'incendie ou autre. Et de venir replanter. On est dans un cas d'une mini-forêt, entre la forêt Miyawaki et une mini-forêt. On est vraiment sur les essences locales. On est toujours là sur les 3 projets que je vous ai proposés en partenariat avec Arbre Paysage Tarnais. L'idée de replanter les essences locales avec une forme de densité assez élevée, c'est de recréer un mini-bosquet, mais surtout un îlot de chaleur et de biodiversité sur le territoire, et de venir connecter cet îlot de chaleur dans la
dans la continuité de la chambre verte et de l'îlot de chaleur et de fraîcheur, pardon, l'îlot de fraîcheur plutôt, pour lutter contre l'îlot de chaleur, justement, venir le connecter à la trame verte du territoire et à un enjeu beaucoup plus global. Et donc, Inforsud Technologies qui est juste de l'autre côté du rond-point. Eux doivent être à 500 mètres de leur projet, hein, puisqu'ils sont sur la commune du séquestre. Mais ça faisait sens pour eux d'aider ce projet-là. Et prochainement, on fera une action avec les salariés autour de l'entretien et aussi du nettoyage de cet espace-là sur le long terme, parce que c'est l'engagement qu'Inforsud Technologies a mettre en place. Donc, on a un peu des projets concrets. On fait vraiment du sur-mesure. Tous nos projets, je le dis, sont vraiment sur-mesure. On définit avec vous ce que vous voulez faire et comment on peut derrière décliner ces projets sur le territoire. Et c'est vraiment aujourd'hui notre cœur de métier chez Climat Local, donner du concret autour de la finance carbone. Voilà, j'en ai fini comme ça, j'ai respecté l'engagement de 12h51. Ça a été peut-être un peu rapide, mais voilà. On travaille avec 2 territoires, comme je dis, puis il y a d'autres territoires qui vont nous rejoindre. Et j'en arrête avec la présentation pour passer aux questions. Voilà, j'espère que ça a répondu à vos attentes. Est-ce que vous avez des questions sur l'ensemble des présentations ou en tout cas sur cette démarche de l'action, du bilan à l'action, cette question de la coopération climatique ou plus globalement de l'enjeu climat-énergie pour une entreprise? J'aurais juste une question, vraiment par pure curiosité, sur la mise en adéquation des projets. C'est-à-dire que là, par exemple, vous démarchez par exemple la commune du séquestre pour essayer de trouver quelque chose ou c'est déjà des informations que vous avez faites remonter? Non, c'est un croisement entre l'attente qu'avait l'entreprise d'aider un projet sur le séquestre, Ouais. le besoin aussi qu'il y avait le séquestre. Le séquestre n'avait pas vraiment pensé qu'ils allaient faire ce projet-là. C'était quelque chose qui était un petit peu dans les cartons, mais sans forcément les moyens. Et puis pour les collectivités, aujourd'hui, les moyens sont très limités. Hein, donc c'est un peu la chasse entre je fais ça ou je fais ça. Quelle action je fais pour une collectivité? Et là, d'avoir l'aide de l'entreprise, d'être financière et aussi avoir la participation un peu humaine, mais ça a été un élément déclencheur pour pouvoir permettre au territoire de faire ce projet. Donc on est vraiment à cette question d'élément déclencheur et essayer de soit repêcher des projets, soit aider des projets pour différentes raisons sur le territoire à travers l'aide que peut amener l'entreprise, qu'elle soit financière ou humaine. Parce que des fois, on a un chantier participatif, l'aide humaine est aussi intéressante que l'aide financière. D'accord, merci. Oui, il y a une notion d'accélération aussi ou d'amplification de certaines actions qui auraient pu être effectivement amenées par les collectivités, mais le fait d'avoir ce financement aussi privé va permettre de passer à l'action plus rapidement aussi. Complètement. On essaie de couper court aussi au greenwashing derrière les projets, sans parler du greenwashing de nos financeurs, parce que le greenwashing, potentiellement, il peut être identifié sur les 2 lignes, qui finance ou sur le projet. Et là, de proposer des projets avec les collectivités locales qui répondent à l'intérêt collectif, on coupe court au greenwashing. Voilà, là, on a des projets qui font sens, qui sont nécessaires pour le territoire et qui répondent à beaucoup d'enjeux. Et donc, c'est aussi une manière pour nous de rendre robuste cette question de la finance carbone. Et oui, c'est ça, quoi. Ça doit renforcer en plus la coopération, enfin l'implication en fait de tous, quoi. Voilà, c'est pour ça, c'est super, quoi. C'est vraiment essayer de donner du sens. Notre métier, c'est de donner du sens au projet. Les projets, on peut en trouver plein. Il faut donner du sens au projet et surtout mobiliser les entreprises pour les financer. Christelle ou Aurélien, est-ce que vous avez des commentaires ou des remarques? Ouais, moi j'avais une question. Combien de temps vous comptez sur la mise en place des projets entre le moment où l'entreprise vous sollicite pour sensibiliser ou mesurer l'impact et vraiment le projet concret sur le territoire? Oui, alors très bonne question. Là, les entreprises que j'ai citées avaient quasiment tous fait leur bilan carbone. La KG+, qui avait fait un petit peu, donc on va améliorer un peu ce qu'ils ont fait. Bilan carbone, il faut compter à peu près 6 mois, 8 mois. Tout dépend là aussi de la réactivité qu'on a côté entreprise, notamment sur la question de la donnée, la mobilisation des données et la manière de pouvoir travailler avec elle. Donc tout dépend aussi du rythme de l'entreprise. Et après, sur un projet carbone, on a une question de la saisonnalité. C'est-à-dire qu'on ne voit pas du carbone au fil de l'eau, je l'ai dit, on n'est pas une marketplace. Hein. Les projets sont plantés entre décembre et mars. Donc déjà, ça vous donne une première réponse. Nous, on a besoin d'avoir l'engagement des entreprises et leur envie en termes de projet avant septembre pour qu'on puisse derrière revenir vers nos partenaires, comme le paysage carnet, définir un peu parmi les projets qui sont en cours, quels sont les projets que l'on peut cibler auprès de l'entreprise qui souhaite compenser ses émissions, trouver l'accord, c'est-à-dire que le propriétaire soit d'accord pour que, par exemple, Repic finance un projet, que Repic soit d'accord d'aider M. Durand qui est installé à Gaillac. Donc, on fait cet accord mutuel au préalable, tout le monde se connaît, il y a vraiment une traçabilité, une transparence très forte sur le projet. Et derrière, la réalisation se fait entre décembre et mars. Donc, vous avez une idée un peu du calendrier en termes de projet carbone.
Durant l'été, il faut qu'on ait les besoins des entreprises et durant l'hiver, on fait les réalisations. Et après, on fait un audit au bout de 3 ans de l'ensemble de nos projets. Donc, on revient vers vous au bout de 3 ans pour vous dire où en est le projet, quel a été l'intérêt pour le propriétaire et qu'est-ce qu'il en tire aujourd'hui de son projet. Et on refait un petit échantillonnage au bout de 5 ans. Et après, on s'arrête là parce que sinon, les coûts administratifs seraient beaucoup trop élevés en termes de suivi et de mise en place des projets. Et donc, on a aussi le suivi que font les opérateurs en parallèle sur lesquels on s'appuie. Donc, globalement, un projet carbone, ça peut aller très vite, mais c'est la question calendaire qui s'impose à nous. Et sur une démarche de bilan carbone, pardon, on va être sur une démarche de 6 à 8 mois à peu près. Ok, merci. Bon, je suis désolée, j'ai une mauvaise connexion. A priori, ça vient plutôt de moi. Non, je n'ai pas vraiment de questions. Après, j'avais juste une. Est-ce que vous connaissez dans le Gers, comment ça s'appelle? Arbres et paysages. Oui, Vous connaissez? on travaille avec eux. En fait, nous, on travaille avec tous ces partenaires-là. Je vous ai dit, nous, on est facilitateurs. En fait. Notre rôle, c'est D'accord. vraiment faire le lien entre l'entreprise et les porteurs de projets. Mais avant le porteur de projet, on a nos partenaires, ce qu'on appelle nos partenaires techniques. Et Arbres et Paysages 32 fait partie de nos partenaires. On a fait un projet au jardin de Cocagne l'année dernière avec Pinkanova, qui est une agence de com de Toulouse, que peut-être certains connaissent ici, et qui a aidé les jardins de Cocagne, qui est un jardin d'insertion aussi et de maraîchage, et avec Arbres et Paysages. Puis hier, on pour tout vous dire, effectivement, on parlait de diagnostic tout à l'heure, on a évoqué le diagnostic, je l'ai effectué hier, donc ce diagnostic agroforestier avec ce partenaire, donc Arbres et Paysages 32, dans le Gers. D'accord. Donc nous, on s'appuie sur ce réseau-là et c'est vraiment eux qui nous amènent vraiment cette qualité, cette surqualité, même on peut dire, sur ces projets-là par rapport à un pépiniériste lambda ou un aménageur d'espaces paysagers qui ne travaille pas du tout avec les mêmes essences et la même approche. D'accord, ok. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Avec plaisir, puis j'espère que ça vous donnera envie de s'engager à cette démarche-là. Et voilà, et vraiment vous dire, ce n'est pas une démarche contraignante, c'est plutôt une démarche pour valoriser, que ce soit le bilan carbone ou même sur les projets de compensation, mais là, vraiment pour valoriser l'entreprise, vous, valoriser ce que vous faites aussi de bien dans votre démarche et vous aider à vous améliorer et être moins dépendant de la question énergie, qui est vraiment aujourd'hui quelque chose de très... il y a beaucoup de variabilité et ça sera vraiment un enjeu très important pour nous, qui est déjà l'enjeu d'aujourd'hui aussi. Oui, pour dire que le GIEC aussi avait insisté sur le coût de l'inaction, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose comme un avant quand on initie nos démarches auprès des entreprises, c'est qu'aujourd'hui, on a tout intérêt à agir, même financièrement parlant, sur ces questions de dérèglement climatique. Ce qu'on ne fera pas aujourd'hui, ça vous coûtera plus cher de le faire demain. Globalement, on n'a aucune raison que ce soit l'inverse aujourd'hui. Sophie, on te laisse ta main pour conclure s'il n'y a pas d'autres... Merci beaucoup, en tout cas, c'était très intéressant. Merci Anne. Merci Anne. La petite mot de conclusion, merci beaucoup. Je suis juste déçue qu'il y ait eu tant d'absents, parce qu'il y a quand même une dizaine de personnes qui ne se sont pas connectées. J'ai essayé d'en joindre par message, mais sans réponse. Donc voilà, c'est un petit peu dommage de mobiliser des gens et que... J'ai déjà fait un petit mail de rappel, mais bon, ce n'est pas grave, c'est comme ça. En tout cas, voilà, merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Et puis, si jamais voilà, vous avez des questions supplémentaires, de toute façon, vous avez le contact de Julien. Il était en copie du mail, de toute façon, que je vous avais envoyé avec le lien de la visio. Et après, pour la suite, si vous avez des suggestions de thématiques que vous aimeriez bien voir, justement en webinaire, écouter, du coup, voir, écouter, n'hésitez pas à m'envoyer ça. Parce que là, on a notre programme qui est plutôt plein, on va dire, jusqu'au mois de décembre 2022. Après, on repense tout à partir de janvier. Donc voilà, n'hésitez pas, on est vraiment là pour répondre aux attentes des coopérateurs et des coopératrices. Donc voilà, si vous avez l'occasion de nous faire passer tout ça, on les prend avec plaisir et puis on essaie d'adapter notre programme. Voilà, en tout cas, merci beaucoup Julien et David. Merci du coup Christelle, Aurélien et Anne d'avoir été présents. Merci. Et puis, je vous dis à très bientôt, puisque c'était le dernier webinaire avant les vacances, en tout cas pour l'URSCOP, parce qu'on ferme les bureaux les 3 premières semaines d'août, de mémoire, je crois que c'est ça, enfin non, du 8 au 26, je crois. Donc voilà, du coup, là, il y a une petite pause jusqu'à la rentrée, en tout cas pour cette partie-là.